Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville extraordinaire du 14 mars. Et puis, ben, ma foi, c'est un présentiel pour la première fois en Assemblée publique spéciale. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure lors de l'Assemblée publique du Conseil. Mais cela étant dit, Madame la greffière, ce soir, on procède à une séance du Conseil extraordinaire du 14 mars. Et là, on commence toujours avec une période de questions. Mais dans ce cas-ci, évidemment, c'est comme une audience qu'on fait. Vous pouvez quand même vous prévaloir de la période de questions, mais en fait, ce qu'on vous suggère d'attendre, c'est l'audition qui sera faite. Mais s'il y avait des questions quand même techniques, vous pouvez quand même les poser. Donc, on a le point 1. Et ce soir, donc, Madame la greffière, c'est l'audition de l'appel de la décision du comité de démolition autorisant la démolition de l'immeuble situé au 466-468 rue Saint-Joseph, secteur de Lévis, qui est le lot 3018-366 du cadastre du Québec. Au fond, il y a une résolution donc, qui avait été adoptée par les membres du Conseil ici même, où on a fixé au 14 mars à 16 heures la date de l'audition de l'appel de la décision du comité de démolition. Comité de démolition qui, il faut le rappeler, avait autorisé la démolition de l'immeuble situé au 466-468 rue Saint-Joseph. Nous allons appeler les parties intéressées à présenter leurs arguments. Et vont être entendus dans l'ordre de M. Frédéric Morin, qui est le requérant. Est-ce qu'il est présent, M. Morin, dans la salle? Est-ce qu'il est là? Non, il est absent. Il est absent, ça vous a été confirmé, mais je voulais quand même le signaler pour être certain. Donc, nous avons aussi, au niveau des gens qui vont être entendus, M. Pierre-Paul Sénéchal du groupe GIRAM. Est-ce que... Oui, il est là, je l'ai vu tout à l'heure. Bonsoir, M. Sénéchal. Et M. Jean-Louis Lavallée, qui est de la Fédération d'Histoire Québec. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors donc, évidemment, s'il y avait d'autres personnes intéressées, ça nous fera plaisir aussi de les entendre, n'est-ce pas, Mme la greffière? Alors donc, finalement, le comité de démolition fonctionne un peu de la façon suivante au niveau de ses règlements. De la façon suivante, c'est que lorsque le comité de démolition rend une décision, elle est exécutoire, sauf s'il y a une demande d'appel. C'est bien ça, mon cher David. Alors, donc, quand il y a une demande d'appel, alors là, à ce moment-là, nous, on détermine une date pour l'audition de l'appel. Et ce soir, ici, les membres du conseil municipal, je tiens à le réitérer, on est là davantage pour écouter, entendre, peut-être avoir des questions de précision qu'on pourrait poser, pour demander des précisions, mais on est surtout là pour entendre et voir par rapport à la décision qui a été rendue, est-ce qu'on a des éléments nouveaux qui nous permettraient d'évoluer dans la décision que le Conseil entend prendre ultimement. Alors, on a également prévu que la date de rendu de la décision serait le 28 mars, Madame la greffière, c'est bien ça, donc à l'Assemblée publique du 28 mars, et qui va nous donner grosso modo une quinzaine de jours pour regarder ça. On convoquera probablement un petit comité spécial pour regarder ça. Est-ce que ça vous va tout le monde comme méthode? Ça va? Alors, donc, sans plus tarder, Madame la greffière, on pourrait procéder. Oui, pardon. Oui. Oui, non, mais avant, on va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y en avait des questions? Vous aimez mieux attendre l'audition? La période de questions, c'est une formalité, là, parce que c'est obligatoire en vertu de la loi. Mais sinon, on passerait immédiatement au point 2, qui est l'audition de l'appel. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Je veux m'assurer des fois qu'il n'y ait pas de questions dans la salle, Madame la greffière. Donc, on passerait au point 2.1. Donc, pour l'audition, alors, je vous ai indiqué les gens qui vont prendre la parole. D'autres personnes pourront le faire également. Alors, sans plus tarder, pour, faire le point sur la décision du comité de démolition et les principaux éléments qui ont été pris en considération, je laisserai notre grand spécialiste, donc, vous faire une présentation. Alors, David, à toi la parole. Merci. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, ce soir, les membres du conseil... Excusez-moi. J'espérais faire une entrée bien discrète, alors je crois que c'est bien manqué. Ah, fantastique. Merci beaucoup. Alors, ce soir, les membres du conseil entendent l'appel de la décision du comité de démolition concernant
la demande de démolition de l'immeuble situé au 466-468 rue Saint-Joseph. Cette demande de démolition a été traitée en vertu du règlement RV 2017-1656 sur la démolition d'immeubles. La demande de démolition de ce soir, le requérant est M. Frédéric Morin, qui a déposé la demande de démolition par procuration. Nous devons informer les membres du Conseil que le requérant, pour une circonstance particulière, n'est pas présent ce soir. Alors, il ne pourra pas présenter sa demande devant les membres. La propriétaire actuelle est Mme Linda Bernier, et je tiens à spécifier pour les membres du Conseil également, il va y avoir des commentaires qui vont être mentionnés sur l'état du bâtiment. Mme Bernier n'étant pas responsable de l'état actuel, elle est héritière de la situation actuelle. Elle gère la succession du propriétaire qui a assumé la propriété durant plusieurs années. L'objet de la demande de démolition, c'est une demande de démolition d'une résidence pour la construction d'une résidence multifamiliale. Et l'usage actuel de l'immeuble, il est vacant et l'immeuble est inaccessible présentement par ordre des ingénieurs. La localisation du bâtiment, il est situé au lot 3 018 366. L'évaluation municipale du terrain, il est de 88 300 $. La valeur du bâtiment est de 3 800 $ pour un total de 92 100 $. La propriété, elle est située dans un secteur d'intérêt patrimonial secondaire assujetti au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, ou si vous préférez, le PIA, volet patrimonial. Et la propriété est située dans un secteur assujetti au plan particulier d'urbanisme du Vieux-Lauzon. Dans les caractéristiques historiques et patrimoniales du bâtiment, on sait que l'année de construction, elle est vers 1870. On n'a pas la date exacte, alors c'est pour ça qu'on y va avec une date présumée. La valeur patrimoniale de l'immeuble, elle est supérieure. Cependant, l'état de conservation est faible. Donc, la valeur patrimoniale de l'immeuble est basée davantage sur l'état d'authenticité que sur les qualités et l'état de la structure actuelle. On doit noter que le secteur environnant est de grand intérêt architectural. C'est un secteur de la rue Saint-Joseph qui est de grande valeur historique et patrimoniale. Il s'agit d'une construction typique des habitations ouvrières de Lauzon qu'on retrouve dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est le type de bâtiment qu'on retrouve à plusieurs endroits sur la rue Saint-Joseph. C'est un bâtiment qui a conservé l'essentiel de ses composantes et ses caractéristiques architecturales d'origine. Donc, le bâtiment a subi que très peu de perturbations depuis sa construction. Il s'agit d'une structure de briques porteuses avec une charpente en bois. Donc, l'appareil intérieur, elle est entièrement en bois. C'est un bâtiment qui a toujours été utilisé à des fonctions résidentielles uniquement, c'est-à-dire pour des logements. La seule modification sur le bâtiment a été l'application d'un crépi sur la brique qui a été appliqué vers 1978. On n'a pas de traces de permis. Par contre, on a des photographies de l'état des travaux à la même époque. Alors, c'est pour ça qu'on peut situer les travaux vers 1978. Il y a certains travaux d'amélioration esthétique qui ont été réalisés en 2011 et 2012, donc la peinture de la brique, l'application de certaines moulures, des volets dans les fenêtres, certaines denticules qui ont été apposées sur l'armier. Alors, tous ces éléments-là ont été apposés vers 2011 et 2012. Et on doit noter qu'il y a une annexe à l'arrière du bâtiment qui a été démolie en 2017 à la demande de la Ville de Lévis en raison de sa dangerosité et son risque d'effondrement. Dans les informations complémentaires qu'on doit noter sur cette propriété, le bâtiment n'a jamais été habité depuis plus de 30 ans. Alors, il a été utilisé que pour de l'entreposage par le propriétaire précédent. Alors, l'immeuble n'a jamais été connecté au réseau électrique depuis 30 ans, donc on doit noter qu'il n'a jamais été chauffé depuis. Il y a eu une absence totale d'entretien général tant sur le bâtiment que la propriété dans les dernières années. Alors, on doit noter une problématique d'accumulation compulsive et d'insalubrité morbide à l'intérieur, un encombrement généralisé de l'immeuble, du plancher jusqu'au plafond. On aura les photographies tout à l'heure en appui.
En raison de cette accumulation, tous les objets à l'intérieur ont entraîné une surcharge des planchers due à l'accumulation d'objets. Alors, actuellement, les planchers sont partiellement effondrés et une portion de la toiture est également affaissée. Et il y a également une dégradation dangereuse de la maçonnerie, notamment dans la partie arrière de l'immeuble. Donc, à la suite d'une inspection d'un ingénieur, l'accès à l'intérieur est interdit en raison de la faiblesse de la structure et du danger d'effondrement du mur arrière. On doit noter également un long historique d'infraction de la part de la direction de l'urbanisme de la Ville de Lévis et de nombreuses plaintes verbalisées par le voisinage au sujet de cette propriété. Alors, vous avez ici à l'écran un plan de localisation qui localise la résidence au coin des rues Saint-Joseph et Sainte-Marie. On est dans le secteur d'influence du chantier maritime d'Évis. On voit également le bâtiment dans son ensemble. On s'excuse des distorsions de l'image. C'est l'image qui est tirée de Google Street View. Vous avez ici une photographie de 1968, alors de l'immeuble dans son état à l'époque. Le bâtiment, vous allez voir avec les photographies actuelles, n'a subi que très peu de perturbations. Également, une photographie en 1978. On peut présumer que c'est à ce moment-là que les travaux de pose du crépi ont été faits sur la brique dans le mur est. Vous avez ici une photographie de 1997 où on voit qu'il n'y a que la couleur de la peinture de la brique qui a été changée depuis, avec une photographie dans un autre angle. Autre photographie, en 2009, on voit que le bâtiment a subi quand même certaines dégradations, mais il a conservé l'ensemble de ses caractéristiques architecturales d'origine. Et on voit également à l'arrière la portion de l'annexe qui a été démolie en 2017, puisqu'elle était partiellement effondrée. Voici le bâtiment au moment de l'application des avis publics, c'est-à-dire en 2021. Donc, on voit le bâtiment dans son état actuel. Le bâtiment possède des caractéristiques architecturales de très grande valeur, de très grand intérêt. Cependant, on doit noter qu'il y a des éléments qui ont été ajoutés pour maquiller la structure, dont l'application de volets. Alors, on doit mentionner que ce sont des portes de garde-robe qui servent de volets et ce sont des moulures là, en bois, là, des moulures comme on retrouve là, à l'intérieur des bâtiments qui servent de moulures pour les fenêtres. On doit également mentionner que les denticules qui ont été appliqués ne sont pas d'origine, ce sont des moulures en bois là, qui ont été collées à cet endroit-là. Malgré tout, le bâtiment a quand même conservé des grandes caractéristiques d'intérêt, dont la porte monumentale à l'avant avec sa fenestration d'origine. On voit les photographies de certaines perturbations. On voit une grande déformation dans le mur arrière et notamment la toiture. On doit noter des déformations importantes au niveau de la brique porteuse, notamment une désolidarisation de la structure de brique qui menace de s'effondrer là, à l'arrière. On voit une grande déformation, un ventre de bœuf là, dans le mur, ainsi que la porte d'accès là, qui est interdite en raison d'un affaissement du souvirail juste en dessous. Alors, on voit ici là, d'autres photographies des détériorations de la maçonnerie. Au moment de la visite sur le terrain, on a noté également la présence de plusieurs morceaux de briques et de mortier au sol, ce qui est un signe de dégradation actuelle de la maçonnerie. Voici les photographies qui ont été prises à l'intérieur lors de la visite par l'ingénieur. Alors, ce ne sont pas moi, à titre de secrétaire du comité de démolition, qui les a prises, mais ce sont des photos qui nous ont été fournies par l'ingénieur. Alors, on voit ici là, un effondrement partiel du plafond en raison de l'effondrement des planchers qui sont juste au-dessus, effondrement de la toiture et effondrement des plafonds également. On voit une certaine portion là, des éléments qui encombrent l'immeuble. D'autres images du matériel hétéroclite qu'on retrouve à l'intérieur, de la pourriture également, de plusieurs portions structurales de l'immeuble. Dans les informations complémentaires à donner aux membres du Conseil, on doit noter que dans le dossier de propriété,
on retrouve un rapport d'inspection produit en 1999 à la demande de la Ville de Lévis par la firme Roberge et Associés. Donc, dans les principaux constats qui sont notés dans ce rapport d'inspection, on doit noter l'immeuble présente des caractéristiques architecturales intéressantes qu'il serait souhaitable de remettre en valeur. Il a certes une valeur patrimoniale intéressante, sans toutefois représenter d'intérêt historique. L'immeuble est dans un état de détérioration avancé et représente un danger pour le voisinage. Son état est tel qu'aucun intérêt architectural ou économique ne peut justifier sa remise en condition. On note également matériel hétéroclite qui encombre les planchers jusqu'au plafond, surcharge des éléments de charpente qui subissent des déformations permanentes, risque d'effondrement, électricité trafiquée dangereusement. On note également des infiltrations, délabrement, pourriture et surcharge des planchers. Donc, dans les conclusions de la vie professionnelle, dans le rapport de 1999, on note l'immeuble du 466-468 Saint-Joseph à Lévis a dépassé sa vie utile. Il est déformé et dangereux pour le voisinage. Compte tenu de son état de détérioration avancé, je ne recommande pas d'y investir pour sa remise en état. Je n'hésite aucunement, pour des raisons de sécurité au regard de sa solidité, du risque d'incendie qu'il présente et de son insalubrité, à en recommander la démolition. Alors, ce sont les conclusions du rapport qui a été produit en 1999 à la demande de la Ville de Lévis. Le requérant, dans la présente demande de démolition, a déposé un rapport d'inspection complète, tel qu'exigé pour tous les bâtiments de grande valeur patrimoniale. Le rapport a été produit par la firme Douglas Consultants Incorporé. Dans les principaux constats, on peut noter il a été impossible d'inspecter tout l'intérieur du bâtiment, car l'endroit sert présentement d'entreposage pour toutes sortes d'objets, à un point tel que nous n'avons pas pu circuler sur toute la surface de la résidence. Toutefois, c'était suffisant pour affirmer que la structure est en très mauvais état et que le bâtiment n'était pas sécuritaire. Nous avons donc ordonné de quitter les lieux sur le champ et nous avons interdit l'accès. Comme l'état du bâtiment ne permet pas de procéder de façon sécuritaire aux nombreuses réparations requises, nous recommandons de procéder à sa démolition sans même procéder au déménagement de ce qui est entreposé à l'intérieur. Si le propriétaire souhaite tout de même y entrer pour récupérer certains effets, une méthode de soutènement temporaire approuvée par un ingénieur spécialisé en étaiement devra être fournie et respectée. Quelques mots à propos du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, c'est-à-dire le projet de construction. Et je dois noter qu'il y a quelques informations qui sont ajoutées à la présentation puisque le requérant n'est pas présent en ce moment. Donc, le projet de construction est celui d'une résidence multifamiliale de 6 logements. Le concept architectural proposé est inspiré des bâtiments environnants. On doit mentionner que le projet qui a été déposé au comité de démolition n'était pas complet. Il s'agissait d'une implantation. Le concept architectural complet devra être complété à la suite de l'acceptation de la demande de démolition. On doit noter que le projet est assujetti au PIA patrimonial. Alors, le projet devra être étudié en fonction, entre autres, de l'apparence architecturale du bâtiment projeté, un concept architectural qui comprend une volumétrie et une implantation compatible au cadre bâti environnant et en considérant le traitement architectural, son alignement, son orientation, sa hauteur et ses matériaux, et en considérant, entre autres, les percées visuelles et les points de vue sur le paysage, la qualité de l'aménagement du terrain et de son intégration au contexte environnant, l'harmonisation du bâtiment et de l'aménagement dans le voisinage, l'effet du bâtiment et de l'aménagement sur la qualité de vie du voisinage, ainsi que la compatibilité et le respect du projet de remplacement avec le contexte urbanistique et historique dans lequel le bâtiment à démolir s'inscrit. Donc, tous ces éléments-là devront être pris en considération pour l'étude du projet de construction. Et on doit mentionner que le projet respecte les orientations du PPU du Vieux-Lauson. Alors, vous voyez ici à l'écran
l'implantation qui a été proposée avec les marges de recul qui ont été calculées. Alors, lorsqu'on fait la transition avec la situation actuelle, voici l'implantation du bâtiment projeté. À la suite de l'analyse réglementaire en vertu du règlement sur le zonage et le lotissement, la proposition d'implantation, elle est conforme au niveau des règlements applicables. Dans cette demande de démolition, au niveau du suivi du dossier, le 23 avril 2021, un avis public a été apposé sur l'immeuble ainsi que publié sur le site Web de la Ville de Lévis dans la section des avis publics. Un avis a également été transmis au ministère de la Culture et des Communications en vertu de la loi 69. Il y a eu également la suite de la publication des avis, la réception de 6 avis d'opposition. Le comité de démolition a tenu une séance le 25 mai 2021 et le comité de démolition a accepté la demande de démolition et a adopté la résolution CD 2021-0005. Je vous lis la résolution qui a été adoptée par le comité de démolition à propos du 466-468 rue Saint-Joseph. Attendu le dépôt de la demande de démolition pour l'immeuble situé au 466-468 rue Saint-Joseph, secteur Lauson, et le numéro de lot 3 018 366 du Cadastre du Québec. Attendu le projet de programme préliminaire de remplacement du sol dégagé déposé avec cette demande de démolition. Attendu les avis d'opposition reçus par le comité de démolition à la suite de la publication des avis publics, ainsi que des avis reçus lors des consultations écrites exigées par l'arrêté numéro 102-2021 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en remplacement des interventions tenues lors de l'audition publique de la séance du comité de démolition. Attendu que la valeur patrimoniale de cette résidence est supérieure selon l'inventaire patrimonial de la Ville de Lévis. Attendu que la résidence possède une valeur d'authenticité excellente, puisqu'elle possède l'ensemble de ses caractéristiques architecturales d'origine. Attendu que la résidence est inhabitée depuis plus de 30 ans et qu'elle n'est pas reliée au réseau d'Hydro-Québec depuis la même période. Conséquemment, l'immeuble n'est pas chauffé ni ventilé depuis 3 décennies. Attendu que le bâtiment est utilisé pour l'entreposage de matériel hétéroclite qui encombre les planchers jusqu'au plafond, entraînant une surcharge des éléments de charpente qui subissent des déformations permanentes. Attendu que le bâtiment souffre d'une instabilité structurale majeure et que les plafonds et les planchers sont partiellement effondrés, qu'une portion de la toiture est affaissée et que le mur de maçonnerie arrière démontre une détérioration structurale importante. Attendu que dès 1999, un risque d'effondrement avait été identifié, de même que des infiltrations, délabrement, pourriture et surcharge des planchers, et que le rapport de la firme Roberge et Associés, architectes incorporés, mentionne que son état est tel qu'aucun intérêt architectural ou économique ne peut justifier sa remise en condition et recommande la démolition en raison de sa dangerosité ainsi que son risque pour le voisinage. Attendu que l'annexe arrière de l'immeuble a été démolie à la demande de la Ville de Lévis en 2017 en raison de sa dangerosité et d'un effondrement partiel. Attendu que l'accès à l'intérieur de l'immeuble est interdit. Attendu que le bâtiment présente actuellement un danger pour le voisinage en raison de son instabilité, son risque d'incendie, les nombreuses intrusions qui s'y sont perpétrées et qu'il est sujet à de nombreuses plaintes dans le voisinage. Attendu que la propriété a fait l'objet d'un long historique d'infraction à la direction de l'urbanisme quant à l'entretien général, l'état physique de l'immeuble, l'état délabré, l'accumulation d'objets et de déchets, d'insalubrité morbide et de dangerosité structurale. Attendu que le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé consiste en la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements. Attendu que le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé est toujours en voie d'élaboration, mais que le projet d'implantation est conforme au niveau des règlements d'urbanisme en vigueur. Attendu que le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé est assujetti au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial.
Attendu que le comité de démolition a tenu compte des critères prévus à l'article 148.0.10 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dont notamment l'état de l'immeuble, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration et l'utilisation projetée du sol dégagé. Attendu que le comité de démolition a tenu compte de l'ensemble des documents déposés dans le cadre de cette demande, et attendu que le comité de démolition est convaincu de l'opportunité de la démolition de l'immeuble compte tenu de l'intérêt public et de l'analyse des documents pertinents. Après analyse et discussion, les membres conviennent d'approuver le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Et après analyse et discussion, les membres étant convaincus de l'opportunité de la démolition de l'immeuble conviennent à l'unanimité d'accorder l'émission d'un certificat d'autorisation pour la démolition du bâtiment situé au 466-468 rue Saint-Joseph, secteur Lauson, et le numéro de lot 3 018 366 du cadastre du Québec, et d'assujettir cette autorisation aux conditions suivantes. Première condition, que le projet de remplacement dans le cadre de cette demande soit entièrement conforme aux règlements municipaux en vigueur et qu'aucune dérogation en regard des règlements d'urbanisme ne soit demandée. Que pour le respect de la précédente condition, qu'une garantie monétaire conforme à l'article 21 du règlement RV 2017-1656 sur la démolition des meubles soit fournie préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation. Troisième condition, que les travaux de démolition soient réalisés à l'intérieur d'un délai maximal de 30 jours après le début des travaux. Que toute dalle ou tout morceau de béton, trottoir, asphalte et murs de soutènement doivent être enlevés et non enfouis sur le site. Et enfin, que le terrain laissé vacant en attendant le projet de remplacement soit nivelé, gazonné et entretenu en conformité avec le règlement RV 2010-0941 sur les nuisances, la paix, l'ordre, le bon gouvernement, le bien-être général et les animaux. Résolution adoptée à l'unanimité. Donc, le suivi de la décision du comité de démolition. La décision du comité a été portée en appel, c'est-à-dire en révision, devant le Conseil par le groupe d'initiative de recherche appliquée au milieu, dont le GIRAM, et la Fédération Histoire Québec. Donc, dans les documents qui ont été fournis aux membres du Conseil de ville dans le cadre de cette demande de démolition, alors vous avez reçu la demande de démolition complète, le rapport d'expertise structurale réalisé par Douglas Consultants Incorporé, une copie de la procuration, une esquisse du projet de remplacement, les photos de l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment qui sont inclus dans le rapport d'inspection, le rapport d'inspection réalisé par Roberge et Associés, architectes en 1999, les copies des 6 avis d'opposition qui ont été transmis au comité de démolition, ainsi que les 2 copies d'appel de la décision du comité de démolition. Alors, Monsieur le maire, c'est ce qui conclut la présentation technique du dossier. Nous sommes maintenant disposés à entendre l'audition de l'appel de la décision. Eh bien, merci infiniment pour cette présentation qui fait un survol, ma foi, assez bien fait. Merci beaucoup. Hein, c'est très bien présenté. Je pense que ça explique bien l'évolution du dossier et donc de la décision du comité de démolition. Maintenant, sans plus tarder, écoutez, nous allons débuter l'audition. Et donc, j'inviterai d'abord, je le réitère pour m'assurer que tout est légal, Madame la greffière. Est-ce que Monsieur Frédéric Morin requérant est absent, je crois, n'est-ce pas? C'est ce que nous confirmons. OK, à nouveau. Alors donc, sans plus tarder, j'inviterai maintenant Monsieur Pierre-Paul Sénéchal, donc du groupe GIRAM, et Monsieur Jean-Louis Vallée, je crois. Est-ce que c'est ça? Oui, alors c'est ça. Donc, à prendre la parole, d'abord M. Sénéchal et après M. Vallée. C'est comme ça qu'on procède? Parfait, merci beaucoup. On dit ne pas toucher au micro, c'est difficile. Oui, c'est ça. Juste avant, j'aurais une question à poser d'ordre technique. Concernant la dernière conclusion exposée sur l'écran, on disait, parmi les documents remis au Conseil, il y a l'esquisse du projet de remplacement. Est-ce que c'est une esquisse? Moi, je n'ai pas vu d'esquisse visuelle, c'est une esquisse descriptive. Oui. Le plan d'implantation va proposer. Mais il n'y a pas d'esquisse visuelle, là. Il n'y a pas de ligne. Okay. Donc, c'est une esquisse des critères intégrés à un plan d'implantation.
Ceci dit, Monsieur le maire, je vais laisser la parole à Gaston Cadrin, vice-président patrimoine du GERAM, qui va d'abord prendre la parole. Et je pourrais, si vous le permettez, intervenir, compléter par la suite. Super. Bien, merci, M. le sénéchal. Alors, M. Cadrin, nous vous écoutons et on sait, M. Cadrin, que vous êtes fort connu à Lévis, n'est-ce pas? Alors, donc, vous n'avez plus besoin de présentation. Merci, bienvenue en passant. Donc, je vois que vous êtes tout aussi passionné donc, dans vos fonctions. Alors, bravo. Et nous vous écoutons, M. Cadrin. Ça prend des vieux qui tiennent le phare. Effectivement, c'est important. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Alors, merci de nous écouter. Vous savez que ça demande quand même du temps de s'opposer régulièrement à des démolitions. C'est parce qu'on a à cœur le patrimoine de Lévis. Vous avez entre les mains un patrimoine exceptionnel et on trouve qu'on n'en prend pas soin tout le temps au mérite de sa valeur. J'aimerais tout d'abord, en premier lieu, présenter la zone dans laquelle la maison s'inscrit, la zone de concentration de bâtiments anciens. Alors, j'ai quelques photos à vous présenter. Ça va vous permettre de vous mettre encore mieux dans le bain pour prendre votre décision. Alors, une première photo, vous voyez ici, là, vous voyez que la maison juste à côté, la maison qui est à l'ouest, c'est une maison patrimoniale de 1860 qui a été très bien restaurée. D'ailleurs, c'est un architecte, Robert Cardinal, qui en est propriétaire et qui en prend un soin minutieux. C'est sûr que d'avoir une maison comme ça, il considère peut-être que c'est une verrue parce que, par contre, il ne sait pas qu'est-ce qu'on peut construire à la place. Et vous voyez, ce qui est important est tellement collé que si on... Oui, mettons qu'on démolit pour X raisons, mais qu'est-ce qu'on construit après? C'est ça qui est inquiétant et c'est ça qui nous inquiète. L'autre photo. Juste en arrière, vous avez une belle maison, probablement de 1900. Regardez les galeries, regardez le travail qu'il y a dans ces galeries-là. Et juste en arrière, ce que vous avez vu, le sud de la maison qui est vraiment magané, est juste à peu près à 50-60 pieds de cette maison-là qui fait l'objet de la demande. On continue. Juste en face, un petit peu nord-est, vous avez le château Ruel, ou la maison des Ruel, la famille Ruel, les valises Ruel, vers 1900. Vous voyez, maintenant, c'est un gîte, un bed and breakfast, quelque chose du genre. C'est juste en face. On continue. Un peu plus loin, du côté nord, du côté du fleuve, vers l'est, vous avez un bel alignement, un bel ensemble, dont la Maison Rouge, je pense qu'elle appartient à Robert Martel, qui était urbaniste à la ville, qui a fait un excellent travail. Donc, c'est à une faible distance de cette maison-là qu'on veut démolir. Juste à l'ouest, on se transporte à 2 maisons à l'ouest. Vous avez cette maison-là qui appartient au même propriétaire, ou à la même propriétaire qui est peut-être héritière maintenant. C'est le même monsieur propriétaire qui a entreposé probablement dans cette maison-là aussi. Elle est encore bien plus exceptionnelle que l'autre. Mais qu'est-ce que fait la Ville pour empêcher qu'elle continue de se détériorer? Écoutez, du côté sud, elle est en tôle à baguette, ça va bien. Le toit en tôle, ça dure 75 ans. Donc, il n'y a pas d'infiltration encore. Du côté nord, c'est le côté avec les lucarnes. On voit que le côté qui est complètement du côté ouest, là, sur la pointe après la lucarne, vous voyez très bien qu'il y a des perforations. C'est en barre d'eau de cèdre. Ça commence à pourrir. L'eau s'infiltre. Donc, c'est votre prochaine demande de démolition que vous allez avoir sur la table. On va s'opposer encore. Ça va donner quoi? On aimerait mieux pas s'opposer. On aimerait mieux que vous soyez proactifs. Puis on pourrait vous en mentionner une autre maison un peu plus à l'est, qui est actuellement entre les mains d'un investisseur, si on va dire, et qui est abandonnée depuis au moins 3-4 ans. Vous regardez, quand il y a une maison, elle n'est pas déneigée, là, puis elle n'est pas chauffée, c'est probablement une autre demande de démolition qui s'en vient. Moi, j'aimerais ça que la Ville ait une politique de surveiller un peu. C'est l'ouvrage pour nous autres, toujours guetter les avis publics, etc., que la Ville surveille un peu pour nous, parce qu'on a quand même des gens qui travaillent à la Ville, puis il y a des politiciens aussi qui aiment le patrimoine, donc on compte sur vous. Donc, si on arrive à notre maison en question, est-ce qu'on la voit, la maison?
Vous voyez, on l'a dit tantôt, David Gagné l'a dit, la maison en façade, quand même, n'est pas si mal. Il n'y a pas de fissure, rien dans la brique. On regarde maintenant le côté. Sur le côté, elle n'est pas si mal non plus. C'est sûr que le gros problème, à cause des détériorations et à cause de la surcharge, c'est le côté sud. La question qu'on peut se poser, est-ce que ça peut se refaire sur un mur de briques? Moi, d'après moi, oui. On a plein d'exemples à Québec, dans la rue Petit-Champlain. C'était vraiment abîmé, cette rue-là, les bâtiments aussi. On a refait quelque chose. C'est sûr que ça coûte cher. Ça prendrait de l'aide financière, probablement à la Ville, pour encourager ce genre d'intervention. Et si on continue, vous voyez, quand je vois cette maison-là, ces deux maisons-là ensemble, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous trouvez qu'ils vont bien ensemble. Hein? C'est la continuité au niveau environnement, si on peut dire patrimonial. C'est une maison à Tourelle qui date de peut-être 1860-70. On y a mis une touche victorienne peut-être par la suite. La mansarde, on y a ajouté une tour peut-être en 1880 ou a été construite comme ça. Ça, c'est ce qui existait vers 2010 ou 2011. Je ne sais pas, il y a un PIA qui existe encore en 2010, je pense, Monsieur le maire, il devait avoir un PIA dans le secteur. Qu'est-ce qu'on a construit à la place? On a construit une maison 6 logements, avec bien sûr du vinyle, quelque chose de vite fait. Je ne sais pas c'est quoi la supervision qu'il y a eu dans le temps. Mettons qu'on va dire qu'il y en aura plus aujourd'hui, on espère. Et on regarde maintenant la maison en arrière. Puis regardez l'autre à côté patrimonial. La question qu'on se pose, Monsieur le maire, est-ce qu'on veut 2 maisons comme ça, dans ce coin-là, qui est une zone extrêmement sensible sur le plan patrimonial? Donc, je pense que ça termine les photos, ça. Okay. Donc, on en vient maintenant. C'est pour vous dire que ce qu'on vient de voir, ce n'est pas rassurant pour l'avenir. Et c'est d'autant moins rassurant qu'on a en présence ici, physiquement, une maison de 2 logements traditionnels. Et c'est peut-être dans une optique de densification au niveau de la ville. Je n'ai rien contre la densification. Mais quand on est dans une zone comme celle-là, on a 2 logements qu'on veut faire. Le promoteur qui arrive, il regarde tout si le terrain permet, puis il regarde le zonage. Oui, ça permet 6 logements. Donc, c'est bien plus payant, c'est sûr, construire un 6 logements qu'un 2. Mais quel effet, quel impact que ça a sur tout l'environnement bâti, parce qu'on a une concentration, j'espère que je vous ai démontré un petit peu qu'il y avait de la valeur, cette concentration de bâtiments historiques dans le coin. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Et déjà, de faire un 6 logements, ça me semble presque incompatible. Donc, si on regarde maintenant le projet de remplacement, dans le rapport que M. Gagné nous a lu, on dit « Attendu le projet de programme préliminaire de remplacement du sol dégagé déposé avec cette demande de démolition. » On voit à page 2 maintenant. « Attendu que le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé est toujours en voie d'élaboration, mais que le projet d'implantation est conforme. » Si on va maintenant à votre règlement, ce n'est pas juste un plan d'implantation de votre règlement. Votre règlement, il dit RV 2017, Tradition 16, Tradition 56, article 5. Le projet de réutilisation du sol dégagé déposé par le requérant doit être constitué de plans et documents montrant le nouvel aménagement et la nouvelle construction, je n'ai pas vu la nouvelle construction, là, projetée devant remplacer l'immeuble. Il doit être suffisamment clair et explicite pour permettre au comité de déterminer si le projet est conforme aux règlements municipaux. Conforme parce qu'on a dit qu'on peut faire 6 logements, il est arrivé avec 6 logements, puis il est conforme dans ce sens-là. Mais habituellement, puis en plus, on n'a pas vu comme il n'y a pas eu de plan, puis là, on n'était pas en présence en plus. Donc, ce que M. Gagné nous a présenté, c'est juste une division, puis montrer qu'après la grandeur au sol du bâtiment, c'est pas ça qu'on veut pour l'intégration. On veut voir la bâtisse, on veut voir son volume, on veut voir quel matériau qui va être utilisé, etc. Comme vous l'avez fait, comme vous l'avez rejeté, par exemple, au niveau des bâtiments des Simerciers, ça avait été accepté par le comité de démolition, mais vous avez renversé la décision
parce que le plan, même s'il avait été accepté, vous ne l'avez pas aimé, puis il y a plein de gens qui ne l'aimaient pas non plus. Donc, dans le fond, si on démolit, mettons qu'on démolirait, peut-être vous allez dire oui à démolition, est-ce que vous allez nous mettre un autre bâtiment comme celui à l'est que je vous ai montré? C'est pour ça que, compte tenu des déficiences qu'il y avait dans cette demande-là, compte tenu que ça ne respectait pas le règlement, c'est pour ça surtout que le GIRAM, on était en appel. Donc, c'est évident qu'on n'avait rien à se mettre sous la dent pour savoir si on ne répétera pas les erreurs du passé. On n'en veut pas des erreurs du passé. On trouve que c'est une zone très sensible, que ce soit dans le Vieux-Lauzon, près de l'église, avec le projet qui a été présenté dernièrement, mais je ne veux pas en parler, ce n'est pas la place, ou celui-ci, qui est une zone aussi patrimoniale importante. Donc, finalement, je ne comprends pas pourquoi on a autorisé de démolir alors que c'est contre le règlement, il manquait des pièces, tout d'abord. Je veux bien croire qu'il y a un problème de sécurité, mais il ne s'effondre pas. Là. Il n'y a personne qui doit rentrer dedans actuellement. Il est assez quand même fermé. Donc, je pense qu'une contre-expertise, ça pourrait être utile. Il me semble que, vous avez mentionné la firme Roberge, il me semble que la firme Anne Carrier avait été mandatée aussi par la Ville. Robert Boilly, moi, architecte, m'a dit qu'il avait déjà examiné cette maison-là et il avait recommandé de ne pas démolir. Peut-être que c'était comme un contrepoids avec le rapport. Je lui ai demandé, je ne l'ai pas eu. Ça ne se trouvait pas dans le dossier? Non? OK. Donc, je vais demander peut-être à mon collègue s'il y a un mot à ajouter. Oui, alors donc, d'abord, M. Cadrin, je voudrais vous remercier pour avoir pris la peine de travailler ce dossier-là. Et on comprend très bien l'élément, disons, crucial de votre intervention, notamment au niveau du projet de remplacement. Donc, merci infiniment. Ça a le mérite d'être très clair et ça va certainement apporter un éclairage aux membres du conseil municipal. Oui, Monsieur Sénéchal. Oui, donc, Pierre-Paul Sénéchal, bon après-midi. On peut dire bonsoir maintenant, 5 heures. Je ne répéterai pas ce que Gaston Cadrin vient de vous apporter comme argument. En introduction, je voulais revenir un peu sur le rapport du comité de démolition dont j'ai copie, qui nous apprend quand même que ce bâtiment-là est abandonné depuis 30 ans. En 1999, on a fait faire une inspection par l'entremise d'une firme d'architectes embauchée par la municipalité, si j'ai bien compris, et qui arrive avec un constat absolument accablant. Là, tout est à la veille de s'effondrer. La question qui me vient immédiatement à l'esprit, il s'est passé 30 ans pendant lesquels ce bâtiment-là a été abandonné et qui est un bâtiment résidentiel, mais qui a eu une fonction d'entreposage tel qu'il est décrit. Est-ce qu'une municipalité a les moyens légaux à sa disposition quand un bâtiment résidentiel n'est plus résidentiel et qui est occupé à des fins d'entreposage pour intervenir? Je pose la question, je n'ai pas la réponse. Vous n'êtes pas obligé de l'apporter nécessairement ce soir. Bon, je vais m'attarder un peu plus à la question du remplacement. C'est une question importante. Ça fait appel à des exigences qu'on doit requérir d'un promoteur pour faire en sorte que ça se fasse convenablement. Gaston a apporté à témoin l'exemple de la maison qui a été remplacée il y a une dizaine d'années, qui est de l'autre côté de la rue, et qui vient remplacer, avec ses parements de vinyle, une maison qui était, je pense, de haute qualité architecturale et qui était indémodable. Il ne faut pas oublier que quand je parle de qualité architecturale, là, ça a été construit dans les années 1880-1900 et tel que M. Gagné le disait, ce sont des bâtiments résidentiels ouvriers. Donc, c'était des bâtiments normaux, mais comment expliquer qu'en 1870-80 jusqu'à 1900, alors que le Québec était relativement pauvre par rapport à son niveau de richesse d'aujourd'hui, qu'on réussissait à construire des bâtiments de cette qualité-là et qu'en 2010, en 2015, en 2020, on remplace ça par des bâtiments de moindre qualité avec des parements complètement éphémères qui, selon les critères là, ou les
les orientations de l'organisme écohabitation, par exemple le vinyle, qui sont des éléments de recouvrement qui sont normalement non recommandables. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, en 1900, le revenu moyen était à peu près de 1 500 de revenu statistiquement relevé là, par habitant. Aujourd'hui, on est à 35-40 000 $. Donc, comment se fait-il qu'on n'ait pas exigé des bâtiments de remplacement ayant une qualité au moins égale à ce qui était à l'origine? Parce qu'en n'intervenant pas sur cette exigence de qualité, on fait en sorte que le parc immobilier de la ville, c'est la même chose pour n'importe quelle autre municipalité, voit sa valeur culturelle, architecturale, paysagère, je dirais même fiscale, se dévaluer et se dégrader lentement. Donc, personne n'y gagne et tout le monde... personne n'y gagne et tout le monde perd dans un contexte comme celui-là. C'est une réflexion, en tout cas, que je voudrais lancer ce soir. Et j'aurais une proposition en 3 lignes là, que j'ai écrite avant de partir cet après-midi, mais je me disais, c'est fait sans prétention et en tout respect et en toute modestie. Là. Est-ce qu'il y aurait moyen d'adopter un principe qui dirait ceci? Pour tout projet ça va autant pour les rénovations, là. Pour tout projet de rénovation, comme pour tout projet de remplacement, il faudrait toujours viser comme résultat que le produit ait au moins une valeur égale, sinon supérieure, à celle qui était à l'origine. Sinon, tout le monde perd. C'est un principe simple à retenir. Ça veut dire qu'il faut agir au niveau des lignes architecturales ou au niveau des matériaux. Par exemple, l'autre maison là, de vinyle aurait... Compte tenu qu'on est dans un PIA et qu'on est dans un environnement de bâtiments en briques, il aurait fallu que le revêtement de briques soit exigé normalement par le comité d'urbanisme avant de donner un permis. Et la brique, c'est un élément de qualité fondamentale. Je regardais ce que Éco-Bâtiment nous dit de la brique, là. La brique et la pierre sont des matériaux de revêtement extérieur de grande durabilité, à forte valeur patrimoniale. Leurs qualités sont excellentes une fois posées. Elles résistent bien aux intempéries, performants contre le feu, inattaquables du côté des parasites, requièrent peu d'entretien et d'attention, et c'est celle qui a la durée de vie la plus longue. Donc, c'est des considérations, normalement, que le comité d'urbanisme ou le service d'urbanisme de la municipalité devrait prendre en considération dans tout projet de remplacement. Et tantôt, M. Gagné nous exposait les critères qui devront présider à l'obtention d'un permis de construction de remplacement. C'est probablement ceux qui étaient en vigueur pour la maison de vinyle qu'on a permis de construire il y a peut-être une douzaine d'années. Il faudrait vraiment là, revoir nos façons de faire et faire en sorte qu'on essaie de respecter le principe que je vous propose. Là, pour tout bâtiment, pour toute rénovation ou tout remplacement, il faut absolument viser que la valeur du bâtiment soit au moins égale et supérieure à celle qui était à l'origine, si on ne veut pas collectivement s'appauvrir. C'est tout. Merci. Merci, M. Sénéchal, pour cette présentation très, très claire. Je pense que l'enjeu tourne autour du projet de remplacement. Hein? C'est ce qu'on constate, à la fois de la part de M. Cadrin, de la part de M. Sénéchal, au fond, d'avoir au moins des critères donc d'un projet de remplacement qui soit conforme donc au milieu architectural dans lequel on se trouve. Alors, donc, on prend bonne note de tout ça. Oui, on vous écoute maintenant, donc, M. Jean-Louis Vallée, donc de la Fédération d'Histoire Québec. Monsieur le maire, pardonnez-moi d'interrompre, juste à titre de rectification pour les membres du conseil et pour les gens qui sont dans la salle. En fait, le bâtiment voisin du 470 rue Saint-Joseph n'était pas assujetti au PIA. Il a été construit en 2007
et le PIA a été adopté 2 ans plus tard à cet endroit-là et n'était pas assujetti au règlement de démolition non plus. Alors, les critères ne s'appliquaient pas sur ce bâtiment-là puisque le règlement n'était pas en application. Alors, je voulais simplement rectifier cet élément-là. Oui, c'est important de le faire et peut-être un autre élément à ajouter. Je sais que M. Cadrin, vous en avez parlé tout à l'heure. Je sais que c'est exigeant pour les gens de dire on est obligé d'aller en appel, bon, etc. Mais sachez une chose, c'est qu'on est très heureux maintenant que dans le cadre de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les comités de démolition sont maintenant obligatoires. Les villes doivent en avoir un. Pourquoi c'est important d'en avoir un, minimalement? C'est que ça permet au moins à la population d'être informée des projets de démolition. Ce qui est pas le cas lorsque un conseil procède immédiatement, et passe une résolution pour dire on procède à une démolition de bâtiment. Et notre projet de règlement, notre règlement, c'est-à-dire actuel, sert maintenant de modèle pour les autres règlements qui maintenant sont obligatoires. Je veux juste le dire, je sais que ça représente beaucoup de travail pour vous autres, mais sachez que le comité de démolition, malgré le nom bizarre qu'il porte, en vertu de la loi, en réalité, c'est pour alerter les gens aussi qu'il y a une démolition qui potentiellement s'en vient. Vous voyez ce que je veux dire? Si on n'en avait pas, ça serait pas mal pire. C'est ce que je veux dire. Juste, je veux dire, malgré tout, je suis conscient du travail que ça demande, pour les gens qui veulent s'opposer. Mais le comité de démolition en souhait, et nous, on a été un petit peu précurseurs, parce que ça fait quoi, donc, une dizaine d'années qu'on a le comité de démolition, David? 2010. Alors donc, 12 ans qu'on a un comité de démolition, alors que là, le gouvernement l'oblige maintenant. Pourquoi le gouvernement l'oblige? Pour s'assurer que la population soit informée des projets de démolition qui ont cours. Alors, on vous écoute, je m'excuse d'avoir fait cette petite parenthèse-là, mais on vous écoute donc, donc avec grand intérêt, Monsieur Jean-Louis Vallée. Alors, merci d'avoir pris la peine aussi de vous présenter. Merci, Monsieur le maire, d'avoir accepté que je vienne vous parler, Mesdames les conseillères, Monsieur le conseiller. La Fédération d'Histoire Québec considère que, quand même, que la ville de Lévis est une ville assez exceptionnelle. Vous l'avez parlé vous-même, vous dites, oh, je m'excuse d'avoir parlé d'un peu de temps. Non. Vous avez dit une chose qui est extraordinaire, c'est que la ville de Lévis, depuis longtemps, fait des choses qui sont maintenant dans la loi, qui date de ce printemps dernier. Donc, on pense que ce serait important que la ville de Lévis continue à être exemplaire par rapport à ça. En arrivant, Mme Jonf me disait que vous aviez 4000 bâtiments de caractère patrimoniaux à Lévis. Ça reste exceptionnel aussi, là. C'est une grosse responsabilité que vous avez. J'ai envoyé un PowerPoint pour m'aider un peu puis vous montrer certaines affaires, alors que le GIRAM a passé beaucoup plus sur certaines questions de zonage, puis tout ça, puis de démolition, vraiment. Moi, je veux plus travailler sur l'architecture, si vous voulez bien, de cette maison-là, qui est, somme toute, assez exceptionnelle. C'est une maison qu'on dit du courant québécois, avec une décoration vraiment victorienne. Donc, l'époque victorienne, c'est l'époque qu'on retrouve à l'époque, justement, de cette maison-là, qu'est-ce qui est construite, les années 1800. Bon, on parle de 1870, mais la reine Victoria arrive beaucoup plus tôt, et son style va rester jusqu'à à peu près les années 20 au Québec. Ça, c'est un élément important. Et on voit que, c'est marqué que c'est une maison d'élite du milieu villageois. Hein. C'est un peu particulier. On parle beaucoup d'une maison qui est pour les ouvriers. Avez-vous vu beaucoup d'ouvriers qui avaient des maisons en briques? Avec un style quand même assez important comme celui-là. Donc, on peut penser que les ouvriers qui y étaient, peut-être des contremaîtres, peut-être des ouvriers spécialisés, avaient quand même assez les moyens de pouvoir faire une maison de ce style-là. Donc, une maison assez particulière. On a souvent eu tendance dans les années précédentes, là je parle de 20, 30, 40, 50 ans plus tôt que ça, de donner un statut à des maisons plus de l'élite. L'élite québécoise, les gens qui ont de l'argent, des maisons qui ont une bonne volumétrie, qui font en sorte qu'on monte la richesse, tout ça. On a la possibilité ici, justement, de mettre en évidence une maison d'un groupe de la population de Lauson de l'époque, donc de maintenant ce qui est Lévis, une portion de ce qui est Lévis, qui avait donc son importance dans le coin. Donc, je trouve que ça reste quand même quelque chose qui est intéressant à garder et à faire attention par rapport à ce qui est là. Vous remarquez qu'on a une structure de façade et des pignons qui sont bien conservés. En façade, là, c'est une bonne conservation. Vous l'avez dit dans votre présentation, le GIRAM l'a présenté aussi comme étant une structure qui est bien intéressante
en façade. Le problème est à l'arrière, c'est certain. Il y a un excellent potentiel patrimonial qui est là, c'est évident lorsqu'on arrive face à la maison. Disons-nous aussi que lorsque les gens vont arriver de l'Est, par la rue Saint-Joseph, qui vont arriver vis-à-vis de la maison, ce qu'ils vont voir, ce n'est pas le derrière, c'est le devant. Donc, ça devient quelque chose d'intéressant que la façade soit encore intéressante par rapport au reste de la maison. Si vous voulez, on va regarder aussi les portes. Je sais qu'il y a eu des transformations qui ont été faites après, on a demandé pour faire que ce soit plus beau, tout ça. Mais vous avez la chance, j'ai rarement vu une maison comme ayant cette chance-là, d'avoir eu des éléments qu'on a rajoutés pour faire en sorte qu'il faut que ça ne paraisse pas trop abandonné, mais qui nous donne tout de suite l'aspect que ça pourrait avoir si elle était restaurée dans les règles de l'art. Donc, vous avez des portes qui sont très intéressantes. On m'a dit que la porte de secondaire n'est pas d'origine, mais elle pourrait être ressemblante à ce qui est peut-être une porte d'origine. Et la porte principale que vous avez là, c'est une porte qui est vraiment importante. C'est une porte qui a un imposte et des baies latérales. J'en connais pas beaucoup de maisons d'ouvriers qui avaient ces choses-là, qu'on aille n'importe où. Donc, vous avez quand même là aussi une pensée qui est différente par rapport à ça. Regardez les pilastres que vous avez sur chaque côté de la porte, qui est avec une décoration de corniche. Vous avez un élément de décor sur la porte qui est très intéressante. Malgré le fait que les fenêtres, la vitre qu'on retrouve dans la porte, parce que c'est une porte qui est normalement vitrée, comme les impostes et tout ça, qui sont encore là, on a mis du bois dedans. Ça ne nous empêche pas, à travers ces caissons-là, de voir la richesse de la décoration qu'amène l'édifice en question. Oui, l'édifice perd énormément de sa valeur par l'abandon qu'il a depuis 30 ans, mais vous avez, malgré tout, avec tout ce qui est là, quelque chose qui... On a une idée de ce que ça peut avoir l'air si c'était bien restauré. Regardez aussi la fenestration. On laisse tomber l'étage supérieur de la fenestration. Là, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes par rapport à ça. Mais si vous regardez sur le rez-de-chaussée, il y a une fenestration qui est originale avec des arcs de briques au-dessus de la fenêtre. Bien, vous en avez ici la même chose. Bon, ils sont plates ici, là-bas, mais ici, ils sont en arche vraiment. Mais vous voyez un peu l'importance que ça peut avoir. Ça met beaucoup en évidence, justement, les fenêtres qui sont là. Ces fenêtres-là ne sont pas des fenêtres d'origine, c'est du bois. Du bois 1870, oui, quand ça a du bon sens, quand c'est bien fait, ça peut durer longtemps. Si on laisse à l'abandon 30 ans de temps, bien, c'est normal que ce bois-là, bien, il se détériore énormément, qu'on doit le remplacer. On l'a remplacé par quelque chose qui est, somme toute, intéressant, puisque ça reprend ce que devait être le style à l'époque. Donc, avec des chambranles moulurées, on a une disposition symétrique des fenêtres aux étages supérieurs, donc premier étage et les lucarnes. Vous voyez qu'il y a une symétrie qui est là, qui est très victorien dans son ensemble. On a rajouté aussi pour le toit, pour faire semblant de soutenir le toit, c'est bien le fun, des décorations, mais c'était probablement dans les premières années de la maison possible que ce soit déjà là. Donc, c'est déjà aussi encore une vision qu'on a des choses. Si on regarde l'arrière de la maison, bien là, c'est là qu'on a des problèmes. Hein? On démontre beaucoup de problèmes structurels qui sont majeurs. On a un manque d'entretien qui est évident, la toiture est brisée, les lucarnes sont à remplacer à certains endroits. Les lucarnes de la façade sont très belles encore. Celle d'arrière, si vous avez celle de gauche, là, on voit à travers. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème par rapport à ça. Il y a de l'infiltration d'eau à travers les murs. Il y a des affaissements qui se sont faits. On voit même que le toit à l'arrière est légèrement affaissé. On a un problème au Québec qui est énorme. Et là, je demande au conseil municipal de Lévis de regarder ce problème-là, qui n'est pas juste vous autres qui l'avez, mais la majorité des municipalités puis du Québec l'ont. On laisse nos propriétaires qui veulent se débarrasser d'un bien patrimonial, on les laisse se détériorer. La loi ne donne pas grand pouvoir aux municipalités sur ça, c'est certain, mais il y a des pouvoirs qui existent. Et là, vous avez la chance, à travers 4 millième de votre patrimoine, de dire c'est fini maintenant. On ne veut plus de ça. On ne veut plus avoir de propriétaires qui laissent aller le patrimoine qui appartient à l'ensemble des citoyens de Lévis. Oui, il est propriétaire, celui qui est là, mais ceux qui en profitent le plus, c'est les gens qui sont dans cet environnement-là. Je vous amène aussi sur autre chose qui devient de plus en plus important.
une exception depuis un an, depuis même pas un an, c'est cet été qu'on l'a fait pour la première fois. On a commencé au gouvernement, au ministère de la Culture, à accepter d'avoir un patrimoine paysager. Le premier exemple qui a été fait, c'est cet été, on a déclaré Rivière-Ouelle patrimoine paysager. Vous avez sur la rue Saint-Joseph, que ce soit du côté est ou du côté ouest, mais vous avez à partir de là aussi un patrimoine paysager intéressant. Vous avez une rue principale qui a énormément d'édifices patrimoniaux importants, qui, la plupart, ont gardé une authenticité. Même cette maison-là, malgré le fait qu'elle soit si détériorée à l'arrière, a gardé un élément d'authenticité important. Bien ça, là, c'est quelque chose qu'il faut penser que ça marque. Et si on commence à décider que oui, on laisse tomber ça, oui, on fait ci ou on fait ça, bien, ça va nous amener avec des problèmes majeurs au point de vue du paysage. Il n'y a rien qui empêche le conseil municipal, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, de déclarer justement chemin patrimonial, la rue Saint-Joseph. Vous avez ce qu'il faut, son histoire, son architecture, sa spécificité est là. Sauf que si vous commencez à démolir ces maisons-là, sous prétexte que ça fait 30 ans qu'elles n'ont pas été entretenues, mais vous ne serez pas capable de faire ce genre de choses-là. Et c'est aussi l'avenir au point de vue du tourisme culturel qui se fait de plus en plus. Donc, vous avez un élément qui est très important là, qu'il faut faire énormément attention. Mais je commencerai à regarder à votre place un peu, justement, toute l'idée de patrimoine paysager pour ce secteur-là. En revenant sur ça, je veux aussi mentionner un élément important. Ce que le plan de remplacement est un édifice de 6 logements. Regardez la volumétrie du édifice qui est là, essayez d'y rentrer 6 logements. C'est tout dit, là, vous allez avoir. Okay, dans ça, le 6 logements, là, il y a un problème comme grosseur. Ça veut dire qu'on doit augmenter la volumétrie de cet édifice-là. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on va l'élargir, c'est évident, sur le maximum du terrain. Et là, vous perdez une valeur paysagère importante. Et aussi, il faut penser à l'édifice qui est immédiatement à côté. Il y a quoi? Il y a 3 pieds, 4 pieds de différence entre ces deux édifices-là? C'est évident que si vous allez mettre un édifice qui est vraiment différent de ce qu'il est actuellement, vous allez gâcher même l'aspect de l'édifice qui est à côté. Le paysage, c'est un élément sur lequel le Québec actuellement essaie de se pencher de plus en plus. Et vous avez là un paysage à préserver. Démolir cette maison-là, permettre qu'on fasse autre chose, c'est tout l'environnement à côté. On a parlé de la maison immédiatement à côté. La maison en arrière, c'est pareil. Elle va être encore plus... elle ne sera pas vue de la même façon parce que, justement, on aura un problème en façade sur la maison qui est sur Saint-Joseph. Vous avez l'exemple. Oui, elle ne date pas d'un PIA, cette maison-là, mais celle qui est à l'est, immédiatement. C'est horrible, mais dites-vous, vous n'aurez pas beaucoup d'autres choses, là. Si vous voulez avoir un 6 logements, qui a du bon sens, vous allez devoir hausser, donc, la maison. Et là, vous allez vous ramasser ce qu'on a à Québec régulièrement, des gens qui regardent dans la maison voisine parce qu'on est plus haut, les fenêtres donnent l'une sur l'autre. OK? Ça va poser un problème pour vous autres si vous le laissez sur ça. Moi, c'est la vision de la Fédération d'Histoire Québec. On trouve que vous avez un patrimoine important qui est là, intéressant, et vous avez aussi l'occasion de mettre un haut là et de dire on arrête. Québec vient de le faire avec la maison Polac. Elle pense le faire avec d'autres maisons bientôt. Vous êtes capable de le faire, de dire, bien, c'est bien une valeur, on exige que ça se fasse. Tu ne peux pas ne pas faire ça, et on va aller en cours s'il faut pour t'obliger à prendre soin de ta maison. Parce que si on continue à dire, on vous laisse faire de ne pas prendre soin de vos maisons, tous vos édifices patrimoniaux, un en arrière de l'autre, vont finir par avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que il y a un promoteur résidentiel qui aimerait ça faire un beau projet là, puis entretiens-le pas parce que tu ne peux pas l'enlever, mais tu sais que dans 10 ans, ça va être complètement pas entretenu, elle va finir par tomber, puis ça va être une bonne affaire, on va pouvoir te l'acheter. Dites-vous aussi que vous fiez aussi sur le prix de la valeur de la maison. Hein, je ne vais pas vous expliquer ça trop. Vous travaillez avec ça régulièrement. Une maison, ça n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur actuellement au Québec, c'est du terrain. Vous mettez une superbe maison dessus. Dans 5 ans, dans 10 ans, la valeur de la maison va avoir chuté. Pourquoi? Parce qu'elle est rendue plus vieille.
Ce qui est important, c'est le terrain. Vous avez un terrain, vous avez une maison actuellement. Utilisez-les en bon escient. Vous allez avoir un petit bijou que vous allez pouvoir réutiliser de façon convenable et intéressante. Et peut-être vous en servir aussi en publicité. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, je voudrais vous remercier pour cette très belle présentation. En passant, merci en passant pour, en même temps, le petit cours de formation sur l'architecture du bâtiment. C'est fort intéressant. Et surtout aussi, ce qu'on retient, c'est l'intérêt de protéger le voisinage architectural aussi du milieu, donc qui a été soulevé aussi par le groupe Gérame. Alors donc, je pense qu'on a beaucoup d'intrants. On va regarder ça entre nous très sérieusement. Alors, soyez-en assurés. Et on fera donc une rencontre des membres du conseil municipal avant donc de prendre notre décision pour regarder le tout avec le meilleur éclairage possible. Mais sachez que vos interventions sont fortement appréciées ce soir. Et puis, vous jouez bien votre rôle aussi parce que vous le voyez ce soir, il n'y a pas beaucoup de résidents qui habitent autour immédiat qui sont venus. Mais c'est intéressant que vous le fassiez. Et puis, nous, on trouve ça très louable de votre part de continuer à le faire. Alors, lâchez pas. Alors donc, c'est intéressant de continuer à le faire. C'est votre rôle, c'est votre mission, et vous le faites de façon admirable. Je voulais vous le dire. Très bien fait. Belle présentation, et c'est intéressant. Monsieur Sénéchal, peut-être une dernière chose. On vous laisse le mot de la fin. Alors donc, ce soir... Merci. C'est pas parce que vous voulez avoir le mot de la fin, là. Vous étiez en train de le faire. Je me permets juste un petit ajout à l'intervention de M. Vallée que j'ai trouvé fort pertinente. Dans votre réflexion, n'oubliez pas qu'à partir du moment où la zone est classée dans une zone PIA, le Conseil, nonobstant le règlement municipal, le règlement de zonage, a un pouvoir discrétionnaire dans sa décision. Ça dit bien, il faut respecter, dans un contexte comme celui-là, la réglementation zonage, mais on peut, de façon discrétionnaire, aller au-delà. Et ça implique aussi la volumétrie d'un bâtiment. Je trouve fort pertinent l'intervention de M. Vallée là-dessus. Il a oublié une chose que je veux ajouter. Un 6 logements, c'est 12 espaces de stationnement, en général. Ça veut dire qu'on élimine les arbres, les arbustes. Il n'y a plus d'aménagement. Avec la grandeur du terrain qui est en cause, là, il ne reste plus grand espace pour de la verdure. Donc, sur la question de la volumétrie, là, il faudrait user de votre pouvoir discrétionnaire. On vous l'invite ardemment. Merci beaucoup. Je vous remercie. Les précisions que vous apportez sont exactes. Alors donc, nous avons une décision à prendre au niveau du conseil municipal qui doit tenir compte de l'ensemble des éléments. Alors, je vous remercie de le rappeler, M. Sénéchal, parce que vous êtes dans la cible de ce qui est de ce que sont les pouvoirs au niveau d'un comité de démolition. Et en ce sens-là, c'est la raison pour laquelle c'est un comité qui est très important. Alors donc, je voudrais vous remercier pour vos présentations, d'avoir pris la peine de le faire ce soir. Alors, on prend le tout en délibéré et on vous revient donc, puisque c'est le point 2.2, Madame la greffière, de notre soirée, pour la fixation de la date du prononcé de la décision du comité de démolition autorisant la démolition de l'immeuble situé au 466-468 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Le deuxième, c'est Madame la greffière, pour fixer au 28 mars, au cours d'une séance ordinaire du Conseil, la date pour le prononcé de la décision dans le cadre de l'appel de la décision du comité de démolition de l'immeuble situé au 466-468 rue Saint-Joseph, secteur Lévis, lot 3018-366 du cadastre du Québec. Alors voilà, un proposeur en secondaire pour le rendu de la décision. Je vais le proposer, Serge Côté. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. M. Serge Côté, M. Guy Dumoulin. Alors, Madame la greffière, voilà ce qui met fin. Période d'intervention des membres du conseil municipal. Est-ce qu'il y aurait des interventions complémentaires des membres du conseil municipal? Bon, je voulais simplement remercier les gens présents, M. Vallée, M. Cadrin, M. Sénéchal. C'est vraiment pertinent. Vous appelez la ville à être avant-gardiste. Hein? La ville
a déjà une position d'avant-garde en matière de préservation du patrimoine. Vous nous demandez d'aller plus loin. Moi, j'entends ça, donc on va discuter tous ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Il y avait plusieurs éléments intéressants, donc merci de votre présentation, c'est vraiment apprécié. Bien, merci pour cette précision où, effectivement, donc, on est très fiers d'avoir, depuis maintenant une dizaine d'années, 12 ans maintenant, un règlement de démolition à la Ville. Comme je disais, M. Cadrin, c'est plate le nom, là, comité de démolition, mais c'est vraiment pour alerter les gens et permettre ce qu'on voit ou ce qu'on entend ce soir. Madame Comstra. Oui, en tant que présidente de la Commission consultative de la culture, on voit qu'il y a des préoccupations qui touchent le patrimoine bâti, donc qui reviennent dans ma cour, dans notre cour au niveau de la commission. Donc, j'ai bien entendu tout ce qui a été dit et je crois que dans un souci d'être proactif, justement, il y aura des discussions à faire au niveau là, du patrimoine bâti et de l'état de délabrement de certaines résidences. Effectivement, je pense que c'est une problématique qu'on vit maintenant depuis plusieurs années. Là, qu'est-ce qu'on fait pour les bâtiments qui sont laissés à l'abandon, qu'on n'entretient pas, etc. Alors, il y aura certainement de votre commission certaines recommandations qui pourront nous être fort intéressantes. Mais je tiens à vous dire en même temps qu'on a aussi notre commission consultative sur le patrimoine qui veille au grain, hein, donc parce que on a quand même des bâtiments qui sont assujettis à une réglementation patrimoniale. Combien de dossiers on traite annuellement au niveau du patrimoine? Bon, alors c'est 300 à 400 dossiers et souvent, si vous vous promenez dans certains secteurs de notre ville, moi je les vois parce que je lis les comptes rendus, mais on voit une galerie qui a été refaite de belle façon. Alors, c'est souvent parce que la commission l'a exigé ou a fait des recommandations où elle l'exige. Alors, ça, c'est intéressant. Et dans les bâtiments supérieurs et exceptionnels, je tiens à vous dire qu'au cours des 12 dernières années, les deux seuls dossiers qu'on a traités ont été la maison Odette et les Six-Merciers. En cas de la maison Odette, on a autorisé la démolition, effectivement. Et dans le cadre, je vous rappelle que dans le cadre du plan particulier d'urbanisme, on a même réduit la hauteur des bâtiments de remplacement dans cette zone-là, de la maison Odette, alors ce qui est quand même très positif. Et dans le cas des Six-Merciers, on a pris en délibéré tout ça. On est en train de statuer, de regarder ça. On va regarder ça au niveau du conseil municipal. Alors, je voudrais vous remercier infiniment pour votre belle participation, des éléments qui nous ont été amenés, fort intéressants, et nous prenons le temps en délibéré. On vous revient le 28 mars pour la décision finale. Merci beaucoup. Le lever de la séance. Lever de la séance, oui. Alors, on pourrait prendre un temps d'arrêt, donc, pour tout le monde. Donc, je vous demanderai bien sûr d'être ici à